Paris était la capitale du monde, et les Français l'envie des nations. Mes loisirs ensuite, mes vieux jours ont été consacrés en compagnie de l'impératrice et durant l'apprentissage réel de mon fils à visiter lentement et en vrai couple campagnard avec nos propres chevaux. Tous les recoins de l'Empire, recevant les plaintes, redressant les torts, ce monde est tout part et partout les monuments et les bienfaits. Mon cher, voilà encore de mes rêves. L'empereur avait beaucoup parlé de l'intérieur de la Russie, de la prospérité de laquelle nous n'avions nul soupçon, disait-il. Il s'était arrêté beaucoup sur Moscou, qui l'avait fort étonné sous tous les rapports et pouvait supporter sans embarras le parallèle avec toutes les capitales de l'Europe, dont il surpassait le plus grand nombre. Malheureusement, je ne trouve ici que des indications et je ne saurais plus aujourd'hui reproduire aucun des développements. Les clochers dorés de Moscou avaient surtout frappé ses regards et c'est ce qui le porta lors de son retour à faire redorer les dômes des Invalides. Il se proposait d'appliquer cet embellissement à beaucoup d'autres édifices à Paris. NB. Comme la ville de Moscou semble avoir été si différente de l'été que nous en formions en général dans notre Occident, je pense qu'il serait agréable d'en trouver ici la description fournie par un témoin oculaire. Personnage important de l'expédition, le baron Larry, chirurgien en chef de la Grande Armée. Je tire cette description d'un ouvrage de sa savant célèbre, les mémoires de la chirurgie militaire, peu répandues peut-être à cause de sa nature particulièrement scientifique. C'est au moment de se mettre en route depuis Moscou, après la bataille de Mosaïque ou de la Moskva. À peine étions-nous. Et est-il éloigné de quelques milles de Mosaïque, que nous fûmes tout étonnés de nous trouver malgré le voisinage où l'on était d'une des plus grandes capitales du monde, sur une plaine sabloneuse, aride et complètement déserte. L'aspect lugubre de cette solitude qui jetait tous les soldats dont les découragements semblaient nous présager la désertion entière de Moscou et les malheurs que nous attendions dans cette cité, dont les richesses devaient nous promettre une autre sort. L'armée traversa cet espace avec peine, les chevaux étant harassés, épuisés par la faim et la soif, car l'eau était aussi rare que les fourrages. Les hommes auront ici beaucoup à souffrir. On était en effet accablés de fatigue et privés de subsistance. La troupe n'avait reçu depuis longtemps aucune distribution, et le peu de reçus, ce que l'on trouva dans Mosaïque, ne servit qu'à la jeune et à la vieille garde. Un assez grand nombre de conscrits de ces premiers corps feront victimes de l'abus qui feront du schnapp ou de vie du pays. On les voyait s'éloigner à quelques pas de leurs compagnons, chanceler, tourner sur eux-mêmes, puis tomber sur leurs genoux. On s'assoit involontairement et restait immobile dans cette attitude et expériant bientôt après sans proférer une seule plainte. Ce jeune sujet étant prédisposé aux effets pernicieux de cette liqueur par l'ennui, les privations et les fatigues excessives. Cependant, nous arrivâmes les 14 septembre au soir dans l'un des faubourgs de Moscou. Nous y apprîmes que l'armée russe, à son passage dans la ville, avait entraîné avec elle tous les citoyens et les fonctionnaires publics. Il n'était resté que quelques gens du bas peuple et de la domesticité.
en sorte qu'en parcourant les principales rues de cette grande cité où nous entrâmes le lendemain matin, nous ne rencontrâmes presque personne. Toutes les maisons étaient entièrement abandonnées. Mais ce qui nous surprit beaucoup, ce fut de voir le feu se manifester dans plusieurs quartiers éloignés. Aucun de nos soldats n'avait encore paru, et particulièrement dans les bazars du Kremlin. Bâtiments très vastes, garnis de portiques qui ont quelque ressemblance avec ceux du palais royal à Paris, d'après ce que nous avions vu sur notre passage en traversant la petite Russie. Nous restâmes étonnés de la grandeur de Moscou, du grand nombre d'églises et de palais qui renfermaient de la belle architecture de ces édifices, de la distribution commode des maisons principales, de la richesse des meublements et de tous les objets de luxe que l'on trouvait dans la plupart. Les rues sont généralement spacieuses, régulières et bien percées, bien de sembler être en discordance dans cette cité. Toutes nos sont opulences, le commerce immense qu'elle faisait des produits de quelques parties du monde. La construction variée des palais, des maisons et des églises ajoutait infiniment à la beauté de la ville. Il y avait des quartiers qui parlaient genre d'architecture des différents édifices, indiquant par quelle nation générale étions habités. Ainsi, on distinguait facilement le quartier des Francs, celui des Chinois, ou Indiens, celui des Allemands. Le Kremlin pouvait être considéré comme la citadelle de Moscou. Il est au centre de la ville, sur une promontoire s'élevait entouré d'une muraille à créneaux et flanqué de distance en distance par des tues armés de canons. Les bazars dont nous avons parlé, ordinairement remplis de marchandises de l'Inde et des fourrures précieuses, étaient devenus la proie des flammes, et l'on ne peut profiter que des objets qui avaient été mécanisés dans les cas où les soldats pénétreront après l'incendie qui consuma presque tout l'extérieur de ce bel édifice, le palais des empereurs, celui du Sénat, les archives, l'arsenal et du temple fort ancien occupant le reste du Kremlin. C'est des verts monuments d'une riche architecture se présentant majestueusement tout autour de la place d'Armes. On s'imagine être transporté sur la place publique de l'antique Athènes, où l'on admirait d'un côté l'arcopage et le temple de Minerve, de l'autre l'académie et l'arsenal. Entre les deux temples s'élève un tour cylindrique en forme de colonne, désigné sous le nom de la tour divine. C'est plutôt un minaret égyptien, dans l'intérieur duquel on a suspendu plusieurs cloches de diverses grandeurs. Au pied de sa tour, on en voit d'une grosseur prodigieuse dont il est parlé par tous les historiens. Du haut de la tour, on découvre toute la ville et ses environs. Elle se désigne sous la forme d'une étoile à 4 branches bifurquées. Les couleurs variées des toits des maisons, l'or et l'argent qui recouvrant les dômes et les chapiteaux des clochers, dont le nombre est considérable, donnant à cette idée l'aspect le plus pittoresque. Rien n'égale la richesse de l'un des temples ou l'église de Kremlin. C'était le tombeau des empereurs. Ses parois sont recouvertes de plaques de vermeil de 5 à 6 lignes de phaseur sur lesquelles est représentée en relief l'histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Les lustres et les candélabres d'argent massifs étaient surtout remarquables par leurs proportions extraordinaires. Les hôpitaux, qui fixeront particulièrement mon attention, sont dignes de la nation la plus civilisée du monde. Je les distinguais en hôpitaux militaires et en hospices civils. Le grand hôpital militaire est divisé en trois parties présentant ensemble un parallélogramme. La principale partie a été construite sur le bord d'une grande route en face d'une caserne immense qu'on peut comparer à l'école militaire de Paris. Deux bâtiments latéraux en coupant à angle droit, le premier formant l'enceinte de la cour, d'où l'on communique dans un beau et vaste jardin qui sert de promenade aux malades. Un portique à colonne d'ordre composite forme la façade de ce bâtiment élevé de 2 étages. On entre d'abord dans un vestibule spacieux où correspondant les portes d'entrée des salles du rez-de-chaussée et où est placé un grand et magnifique escalier qui conduit aux étages supérieurs. La salle occupant toute la longueur du bâtiment, elles sont percées de chaque côté, des fenêtres qui vont tout plancher jusqu'au plafond. Elles sont à double châssis de vitres, comme dans toute la Russie, et parfaitement closes en hiver. Des poêles sculptés sont placés dans l'intérieur aux distances convenables. Il règne dans les salles 4 rangs de lits uniformes séparés par les espaces qui commandent la salubrité. Chaque rang est composé de 50 lits dont le nombre total pouvait se montrer à plus de 3000. Les 3 cardiologies de l'hôpital renfermant 14 salles principales à peu près de la même étendue. Les usines, la pharmacie, la cuisine et tous les accessoires sont établis très commodément dans autant d'endroits isolés à portée des salles. Cet hôpital est un des mieux construits, des plus vastes, des plus beaux que j'ai jamais vus. Les hospices civils sont également dignes d'attention. Les 4 principaux sont l'hôpital de Sheremetov, celui de Galitsyn, l'hôpital d'Alexandre et celui des enfants trouvés. Les premières, remarquable par sa forme, sa construction et ses distributions intérieures, fut destiné à recevoir les blessés et malades de la garde